Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la médiation consacré au traitement de l'information. Nous allons évoquer et privilégier un mot ce soir ô combien important, celui de l'indépendance. Une attente pour vous, une exigence pour nous, indispensable aussi bien sûr pour la qualité de l'information et pour son pluralisme. Alors de votre côté, on le constate, beaucoup d'interrogations, de suspicions aussi, indépendance pouvant rimer avec connivence ou avec complaisance. Pour nous, journalistes, eh bien, c'est une vigilance constante, cette volonté d'indépendance. Alors, il y a les acquis, mais il y a aussi les freins à cette indépendance. Vous le découvrirez dans quelques instants avec le reportage de votre télé et vous. L'exigence de l'indépendance, comment la préserver, comment la renforcer? Bien, nous allons en parler ensemble avec les téléspectateurs présents sur ce plateau et avec les journalistes qui sont là aussi. Et comme il se doit, et comme à chaque fois, eh bien, nous poursuivrons sur Internet notre débat. Je vous présente tout de suite les téléspectateurs qui ont été à un moment ou l'autre en contact avec la médiation. Joe Veizé, bonjour, merci d'être là. Vous venez de Lyon et vous êtes consultant de nez et vous êtes comme ceux qui sont à côté de vous très concernés par le traitement de l'information. Maryse Jean Denard, bonjour. Toute jeune retraitée, vous enseignez il y a peu de temps encore, mais dans le domaine professionnel. Et vous habitez maintenant dans le Gers. Et François Loïc Pichard. François, bonjour. Bonsoir. Consultant en marketing de santé. Vous êtes de la région parisienne. Vous êtes de Suresnes. Je vous présente pour dialoguer avec vous Laurence Creusot, rédactrice en chef adjointe à France 3 Montpellier. Elle a aussi la responsabilité de tout ce qui est le site web de la région. Et je vous rappelle quand même que c'est sa rédaction et que c'est France 3 qui ont été les premiers à évoquer cette affaire de paris truqué. Michel Dumouret, qui est le responsable et le chef du service politique de France 3, éditorialiste aussi, et qui bien évidemment a suivi la campagne électorale. Et je suis sûre que vous aurez beaucoup de questions à lui poser. Et puis, très heureuse de recevoir Géraldine Mühlmann. Géraldine, bonjour, merci d'être là. Alors, on reçoit à la fois bien sûr, l'enseignante, professeure de philosophie politique à Paris 2, qui a écrit un certain nombre de livres, dont un, c'était en 2004, sur le journalisme en démocratie. Vous avez aussi fait des études de journalisme aux États-Unis. Et puis, vous êtes passé, il n'y a pas longtemps, de la théorie à la pratique, puisque vous étiez dans l'émission C'est politique pour interviewer les hommes politiques. Alors, je vous propose dans un premier temps de regarder un très court extrait d'un document de l'INA pouvant illustrer ce qu'a été à un moment la dépendance du service public à l'égard de l'État. Je vous rappelle quand même que nous sommes en 1963. À cette époque, le ministre de l'Information décide de tout. J'espère que vous aimerez ce nouveau journal télévisé. Nous avons demandé au ministre de l'Information, à M. Alain Peyrefitte, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander d'expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez provoqué ces transformations dans le journal. D'abord parce que toutes les formules s'usent. Si on ne veut pas ennuyer, il faut se renouveler. Très court extrait, mais dans la deuxième partie sur Internet, on vous montrera plus en longueur cette interview parce qu'elle est quand même très révélatrice, très intéressante. Et heureusement, on revient de loin, vous pouvez quand même, j'espère, le constater. Alors, l'indépendance, ça concerne tout le monde, ça concerne les citoyens, ça concerne les journalistes, ça concerne bien sûr les hommes politiques. Alors, cette indépendance, on en a beaucoup parlé il y a peu de temps aux assises du journalisme. Il y a, heureusement, et vous allez le voir avec ce reportage, des acquis incontestables. Mais en même temps, ce serait ridicule de nier les pressions, elles existent. Comment y fait-on face? Ça, c'est important. Et on va peut-être voir aussi que l'indépendance qu'il faut préserver aujourd'hui, c'est peut-être avant tout l'indépendance économique plus que l'indépendance politique. L'indépendance de la presse au cœur des débats aux assises du journalisme à Poitiers. Indépendance économique, politique, éditoriale et indépendance d'esprit. Journalistes, citoyens, universitaires en ont débattu. Les journalistes sont-ils sous influence contradictoire, comme le pensent les citoyens? On sait qu'il y a des tentatives de pression. Il y a régulièrement, que ce soit à l'époque de Gaulle avec Alain Peyrefitte ou à l'époque de Sarkozy ou de Mitterrand, pour faire tous les partis politiques, il y a toujours eu des coups de téléphone d'hommes politiques pour essayer de faire licencier un journaliste ou de lui faire pression. Il ne faut pas croire que les rédactions obéissent au doigt et à l'œil à leurs actionnaires, à leurs directeurs ou aux hommes politiques. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Collectivement, les journalistes savent se faire entendre.
Le public a droit à une information de qualité, complète, libre, indépendante et pluraliste. Aujourd'hui, les pressions sont avant tout d'ordre économique. Une presse souvent aux mains de groupes industriels, poids des actionnaires, de l'État, risque de conflit d'intérêts, autant de menaces pour une indispensable indépendance. Les journaux se vendaient mal pour des tas de raisons. Des puissances économiques les ont rachetés. Ce dont on peut, dans un sens, se désoler. Enfin, c'est quand même grâce à ces puissances qu'on continue à faire notre métier. Mais ça a développé bien évidemment un problème de fond. C'est moins la censure que l'autocensure des journalistes. Quand vous appartenez à tel ou tel groupe, ça ne vous incite pas à faire des enquêtes sur tel ou tel groupe. Un journaliste indépendant, faut qu'il soit incontrôlable, incorruptible et insolent. Si vous n'avez pas ces trois qualités-là, vous vous en sortez pas. Ce qui est dans la tradition latine, c'est l'engagement affiché. La plupart des citoyens doutent de l'indépendance des médias. Les journalistes sont souvent suspectés de connivence, plus particulièrement les journalistes politiques. Je dis exactement ce que j'ai envie de dire à France Inter. Tout ce que j'ai envie de dire, pas moins, pas plus, dans la limite de ce qu'on peut dire quand on parle à 4 millions de personnes. Moi, mon éditorial, je le fais pas en donnant un avis politique, mais en parlant d'un point de vue. Et le point de vue, c'est la ligne que je me suis donnée, c'est d'essayer de traquer les cohérences et les incohérences du discours politique, les relations entre le dire et le faire. Et ça nourrit tous les éditos. Les hommes politiques, quelquefois, m'appellent parce qu'ils ne sont pas contents d'une chronique, mais c'est normal. Quelquefois, je dis du mal d'eux, donc on discute, mais j'ai jamais reçu de menace. Je pense que mes directeurs, mes chefs peut-être reçoivent des coups de fil, mais ils ont la délicatesse de ne pas me les répercuter. Et je leur demande d'ailleurs d'être ce paratonnerre. Moi personnellement, je pense que la presse est meilleure aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. La presse était bien plus corrompue il y a 30 ans. Il y a encore énormément de progrès à faire, mais notre problème essentiel, c'est combien de lecteurs on intéresse encore. Pour intéresser les citoyens, il faut regagner leur confiance, être crédible et faire preuve d'indépendance d'esprit. Et je crois que c'est plus important de réfléchir aux pratiques journalistiques, à la déontologie journalistique, à la façon dont on met en place des garde-fous pour faire en sorte que les journalistes puissent faire sereinement leur travail en toute liberté, en toute indépendance, puisque vous tenez à ce mot-là. Mais moi, je préfère le terme de liberté parce que je trouve que c'est plus important, puisque les journalistes sont finalement les chiens de garde de la démocratie, comme dit la Convention européenne des droits de l'homme. Symbole de cette liberté d'expression, Plantu était l'invité exceptionnel des Assises. 40 ans de dessin pour défendre la pertinence de l'information. Je demande à chacun une réaction rapide avant de rentrer dans le vif des questions que vous aviez envie de nous poser. Joe, quand on parle d'indépendance, je veux dire, quelle est la qualité que vous attendez d'un journaliste ou quel est le reproche que vous lui feriez aujourd'hui ? Pour moi, la qualité d'un journaliste, c'est déjà en fait de relater les faits, rien que les faits, sans les déformer. C'est qu'il soit objectif et qu'il y ait en même temps aussi des critères de valeur et d'éthique. Et le reproche que vous pourriez faire quand on parle d'indépendance ? Parfois, la proximité avec le pouvoir. Qui vous interroge ? Qui m'interroge aussi, qui m'interpelle. Maryse, la principale qualité que vous avez ? La qualité, c'est d'informer, je rejoins ce que disait Joey, informer, avoir une certaine éthique, et puis... Et parmi les reproches que vous pourriez faire ? Les reproches, ça serait peut-être plutôt le sensationnel, rechercher le sensationnel par rapport à l'information, la vraie information. Voilà. Ça serait plutôt ça. Ce qui n'est pas forcément pour vous un signe d'indépendance lorsqu'on fait cette recherche. Et François Loïc, est-ce que vous avez le sentiment que, voilà, quand on parle d'indépendance, ça a une réalité aujourd'hui ? Oui, c'est important, puisque le gros risque, c'est la connivence. Mais je me pose la question de savoir si c'est pas indispensable d'avoir un peu de connivence quand même pour pouvoir être présent dans les milieux, comme on dit, les milieux informés. Après, moi, ce que j'attends d'un journaliste, c'est qu'il soit pertinent et puis qu'il soit subjectif par rapport au traitement de l'information. C'est-à-dire qu'il ne reste pas en surface, qu'il ne reste pas à ce qu'on peut recevoir des communicants. Voilà, le frein aussi par rapport aux communicants. Alors, bon, on va poser la question à tous les deux, parce que est-ce que la connivence, elle est indispensable quand on est journaliste politique ? Alors, c'est là où on dit qu'en général, et surtout en France, il y a une grande connivence. Comment on met les distances ?
Oh, pas plus, pas moins peut-être qu'ailleurs. C'est d'abord intéressant de se poser la question déjà sur l'indépendance des journalistes. Ça veut bien dire que la question se pose et d'y répondre, c'est toujours un peu plus compliqué. Vous l'avez dit, c'est vrai que la connivence, elle est presque de fait avec les politiques. Parce que si vous voulez avoir quelques informations et justement essayer de comprendre et d'expliquer après aux téléspectateurs ce qu'il y a véritablement dans le discours ou dans les paroles, il faut que ça soit hors caméra. Et vous savez très bien que dès que le bouton rouge de la caméra s'allume, vous avez un autre discours du politique et vous êtes vous-même parfois très étonné d'ailleurs du peu de franchise et d'honnêteté intellectuelle parfois des politiques lorsqu'ils sont en plateau. Donc c'est les déjeuners avec la presse et les politiques, ça se fait, mais c'est aussi un moment pour nous justement d'aller essayer de gratter un petit peu l'information qu'on veut bien nous donner de manière brute comme ça et d'aller travailler cette matière. Donc la connivence, certes, vous nous verrez déjeuner avec les politiques, la connivence, ça s'arrête après au moment où on fait notre papier ou au moment où on l'a retranscrit à l'antenne. Mais... Non, je voudrais poser la question à Laurence, parce que lorsqu'on est dans la proximité, je veux dire, c'est une connivence quasiment de fait, parce qu'on se croise, il y a les collectivités locales, le poids, etc. Est-ce que c'est plus facile, plus dur? Alors c'est vrai qu'en région, on est très proche des gens que l'on interviewe, on les recroise fréquemment sur le terrain, mais aussi dans sa vie plus personnelle. Moi, je ne pense pas que ce soit un frein. Je pense que l'indépendance, elle dépend de chacun d'entre nous, et surtout du journaliste. L'indépendance d'esprit, en tant que... je pense que c'est intéressant qu'on en parle, oui, en effet. Et donc, nous savons qu'en région plus particulièrement, nous aurons à recroiser les politiques, mais aussi les acteurs et aussi les téléspectateurs, les gens qui attendent de nous que l'on parle de leur territoire. Et je pense que c'est à chacun d'entre nous d'en être conscient. C'est peut-être plus facile sur le terrain régional parce qu'on sait qu'on va être confronté à une réalité. Ça nous plonge dans une réalité qui est toute proche. Donc je pense que c'est un avantage. Oui, je voulais réagir aux propos que tenait Michel Dumorez. C'est par rapport à ces instants de off, justement. Est-ce que ce n'est pas l'occasion aussi pour, je pense aux politiques notamment, de faire pression indirectement sur le journaliste, sur un certain nombre de choix après qu'il devra faire lors de la rédaction du papier? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette proximité avec le politique, à un moment, une sorte de... j'ai envie de dire d'autocensure qui va se créer du côté du journaliste pour ne pas forcer, pour continuer à pouvoir monter dans les avions avec les politiques, pour pouvoir continuer à les suivre et à garder des bonnes relations. Il y a le off et le off. Et je me souviens, pour parler peut-être de la dernière campagne présidentielle, notamment du fameux off de Nicolas Sarkozy, parce que j'y étais. Michel suivait aussi, Nicolas Sarkozy. Et c'était extrêmement intéressant parce que j'étais un petit peu naïf, moi. Quand un président de la République vous dit que c'est du off et que ça reste entre nous, je pensais qu'en effet, la parole d'un président était sacrée et que cette information allait en effet rester entre nous journalistes. Or, tout est ressorti le lundi quand on est rentré. Tous les journaux rappelaient ce off de Nicolas Sarkozy où il parlait pour la première fois, il évoquait pour la première fois l'hypothèse d'une défaite. Il parlait de sa vie après la présidentielle. Et ça s'est retrouvé tout de suite, dès le lundi, sur les réseaux sociaux, dans le Figaro. Chez nous, on a fait également un papier le soir parce que la pression était telle qu'on a été obligé d'en parler. Et après coup, on s'est rendu compte que ça faisait partie aussi, finalement, de la politique et la stratégie de communication de Nicolas Sarkozy à l'époque. Donc, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être dupe. Mais c'est vrai qu'en même temps, qu'en partageant ces moments-là avec ces politiques-là, ça nous donne de la matière. Après, c'est la rigueur, l'exigence de notre métier. Il faut faire le tri. Mais dans la compréhension, c'est important. Maryse, quand on a parlé, quand on a échangé, vous dites, voilà, parfois il y a des silences coupables de la part des journalistes, pour ne pas dire des choses, qui montrent que c'est peut-être parfois des accros à l'indépendance. Tout à fait, oui. Il y a des informations qui ne sortent pas, alors que les journalistes les connaissent, mais ils ne les divulguent pas. Pourquoi font-ils ces choix-là ? Et pourquoi, à un moment, on décide de sortir une information, puisqu'on a évoqué... Alors, vous, je sais que, notamment, c'était par rapport au cas de Armstrong, c'est-à-dire pourquoi on a plusieurs pendant années très longtemps le fait qu'il pouvait y avoir quand même quelque chose de très organisé du côté de son équipe. Et pourquoi, à un moment, comme ça a été le cas à France 3 Montpellier, avant les autres, on sort, on évoque l'affaire des paris truqués. Comment on prend cette décision-là quand on vit au quotidien avec les supporters du club de hand, les responsables
Oui, alors c'est très intéressant ce qui est arrivé le 25 septembre en fin d'après-midi. On a dû prendre cette décision. Il y avait une information que beaucoup de confrères avaient, que nous avions aussi, qu'Émilien Jubinot, qui est le journaliste de la rédaction qui a sorti cette affaire, avait également. Il y avait des joueurs de l'équipe de Montpellier, et on sait ce que représente le handball à Montpellier, qui étaient suspectés d'avoir parié, ainsi que leurs proches, des sommes très très importantes, d'avoir parié sur leur équipe perdante lors d'un match contre Cesson-Sévigné. Nous avions eu l'information et nous avons... Il n'y avait pas que vous. Il n'y avait pas que nous, mais nous avons décidé de la divulguer ce jour-là parce que nous l'avions. Nous savions que d'autres médias l'avaient, mais ils avaient choisi, eux, peut-être de la reporter. Mais ça pose une question essentielle. Qu'est-ce que c'est que le boulot d'un journaliste ? Le boulot d'un journaliste au démarrage, c'est quand même de donner l'information, de la collecter, de la vérifier. Mais une fois qu'elle est vérifiée, pourquoi est-ce qu'on attendrait pour la donner ? On a là l'avantage de faire partie d'une télévision de service public. Je veux dire peut-être qu'à la différence de certains confrères de presse écrite qui, eux, attendaient le bon moment, nous n'étions pas liés à des pages de publicité par rapport au club, par rapport à des collectivités locales. Il faut savoir que l'agglomération de Montpellier donne jusqu'à 1 200 000 euros par an pour ce club. Donc nous, je pense qu'en tant que télévision de service public, nous avions cette indépendance de fait. Et encore une fois, je le répète, le boulot du journaliste, ça paraît assez naïf de le dire, mais c'est de donner l'information. Et malgré les critiques qui étaient nombreuses, il nous a semblé que c'était évident. Nous avons l'information, nous l'avons vérifiée, nous la donnons aux téléspectateurs et à travers lui aux citoyens. Joe, par rapport par rapport à l'indépendance, justement, les questions qui sont importantes pour vous et que vous souhaiteriez aborder. Une question effectivement que j'aimerais aborder, c'est en fait je veux dire par exemple au niveau de la publicité. En fait, je sais que la publicité représente une part importante en fait du revenu des médias. Et à ce propos, comment dire, au niveau de l'indépendance en fait des journalistes, je me dis en fait parfois il y a des relations entre les annonceurs et les publications, des relations qu'il faudrait parfois préserver, vu qu'ils sont quand même garants de certaines finances. J'ai vu le cas en fait de Libération avec Arnaud, avec le groupe LVMH qui a décidé en fait de retirer. En gros, après la une qui avait été faite sur... Voilà, la une qui était assez brutale, façon de parler, mais voilà... et qui n'a pas été sans conséquences après voilà, sur les finances, effectivement, du groupe de Libération. Et là, à ce propos, effectivement, 500 000 euros en moins dans les recettes. Comment peut-on être indépendant si, effectivement, on n'a pas assez de moyens ? Difficile de répondre finalement à cette question. J'allais dire que, pour reprendre vraiment les propos de ma consoeur également, c'est une question d'éthique en même temps. Et c'est vrai que l'argent, évidemment, fait vivre aujourd'hui beaucoup de journaux et qu'il y a cette dépendance qu'il faut souligner. Il faut s'en méfier. Il y a des structures, normalement, qui sont là pour essayer d'éviter justement cette connivence, notamment les conférences de rédaction. Il y a toute une hiérarchie également dans la fabrication d'un journal, d'un article. Donc, a priori, on essaie de s'en prémunir. C'est difficile. C'est vrai que c'est difficile, notamment pour la presse écrite. C'est plus compliqué pour le service public parce qu'on est moins tenu à cet engagement-là. Je pense qu'on aura l'occasion d'ailleurs dans la deuxième partie d'évoquer, de revenir sur la dépendance économique qui est un peu particulière par rapport à la presse écrite. Géraldine, on a évoqué tout à l'heure l'indépendance d'esprit. Est-ce que c'est pas ça aussi la clé indispensable et peut-être la plus difficile? Parce que la question je suis d'accord, parce que la question de l'indépendance, elle pose des problèmes d'indépendance matérielle qui ont été évoqués. Elle pose la question évidemment de nos fréquentations, c'est important. Sur ce point d'ailleurs, je voudrais dire que moi j'ai fait une émission politique en plateau pendant 1 an et demi. C'est le luxe, le vrai, parce que je n'ai pas besoin de rencontrer les politiques en dehors, on ne me le demande pas, je n'en ai pas besoin. Non seulement je ne dîne pas, mais je ne déjeune pas, mais je ne bois pas avec. Il n'y avait même pas de pot à la fin de l'émission et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je ne les prenais même pas au téléphone. Il y a des gens qui font ça très bien, s'il y a quelque chose à se dire avant l'émission. Donc c'est le luxe. Ce qui est compliqué, c'est pour les gens de terrain. C'est pour les gens qui, soit des éditorialistes comme Thomas Legrand, ont besoin d'aller chercher dans les coulisses.
Et Thomas Legrand, d'ailleurs, que j'estime beaucoup, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il a dit sur le fait qu'il doit... ce qu'il propose, c'est une analyse des cohérences et incohérences des politiques. Il est obligé de les rencontrer. Il disait justement aux assises, bon, chacun se donne ses règles, c'est déjà très important de réfléchir à ses propres règles. Moi, je ne dîne pas. Voilà, je déjeune parce que j'en ai besoin pour avoir des informations, mais je ne dîne pas. Bon, il dit, ça peut vous paraître un peu idiot, mais en fait, on voit très bien ce qu'il veut dire. On est obligé de réfléchir à sa déontologie au jour le jour et on peut se donner ce genre de règles. Donc, c'est beaucoup plus facile pour les gens, je dirais, sur un plateau que ceux qui sont dans les services politiques, qui doivent aller chercher de l'info et donc qui sont obligés de les fréquenter. Et je pense qu'au niveau local, c'est aussi finalement plus difficile. Et puis il y a la troisième chose, qui est que même si vous êtes parfait sur le plan matériel, parfait dans vos fréquentations, c'est-à-dire très discret, voire vous savez vous éclipser pour ne pas toujours même entendre, même le off, on peut essayer de ne pas l'entendre, vous pouvez être incroyablement mouton dans votre tête et penser comme un certain milieu. C'est d'ailleurs souvent cela que nous reprochent les gens. C'est-à-dire, il y a souvent cette idée, c'est le même genre de milieu, ils font les mêmes études, ils viennent des mêmes écoles, ils ont souvent le même genre d'appartenance sociale. Après, il faut aller fouiller les origines. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que les gens sont réductibles à leurs origines sociales, familiales ou à leur diplôme. Je pense que ça, c'est aussi une manière très rapide et finalement très facile de mettre des catégories. Mais enfin, la question qui se pose, c'est la liberté dans la tête. Et ça, la liberté dans la tête, je pense que ça se travaille. Il y a un seul mot qui n'a pas été prononcé ici, qui me paraît être la vertu journalistique. C'est un travail de tous les jours, c'est la curiosité. Je voudrais rebondir là-dessus, c'est-à-dire que vous êtes enseignante en école de journalisme. Justement, vous parliez de profils qui sont plutôt des profils littéraires. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de profils plus scientifiques dans la fonction journalistique ou même dans les fonctions de pouvoir qui ferait qu'il y aurait une autre approche, peut-être une approche moins idéologique, quelque chose qui avec une plus grande prise de recul, c'est-à-dire avoir le problème, c'est de très vite tomber dans un journalisme de suivi où on va suivre une personnalité pendant une campagne et puis finalement on va s'enfermer là-dessus, ou alors de rester sur des sujets qui vont être survolés parce que il n'y a pas forcément le temps d'approfondir. C'est des vraies questions que je me pose. Est-ce que Maryse, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez vous lire? Moi, c'était un petit peu par rapport à ce que disait Michel Demeuret. C'est cette course un peu poursuite à l'information. Ce côté un peu moutonnier d'ailleurs, ce qui fait qu'on peut retrouver en effet... Avec les chaînes info qui fonctionnent comme des caisses de résonance également, et moi qui viens d'une chaîne info... Ça peut être dérangeant. Et absolument, je peux vous dire qu'il y a, c'est vrai, cette course à l'information, quelle est la première chaîne info qui va donner l'information la plus vraie. Et là-dessus, il y a une vraie différence, je pense, aujourd'hui entre BFM et iTélé, qui sont les deux références sur les chaînes info du câble et sur la TNT. Et c'est tout le danger de notre métier, c'est d'y aller beaucoup trop vite, de ne pas vérifier. Et après, c'est extrêmement difficile de regagner la confiance, justement, des téléspectateurs, parce que une fois que vous avez commis une erreur, et on en commet tous, mais là, en l'occurrence, c'est multiplié par 10 quand on est sur une chaîne info, c'est difficile après de regagner la confiance des téléspectateurs. Alors, Joe, il y a une question, je sais, que vous vous posez, c'est de savoir si les médias style Rue 89, Mediapart, etc., n'ont pas plus de latitude d'indépendance. Je me dis, en principe, il devrait y avoir il devrait être indépendant. Mais on se dit quand même, ils sont quand même liés. Mediapart, on sait que c'était un ancien, en fait, directeur du Monde, qui est Louis Plenel. On peut se poser des questions, notamment parce que certains l'accusent de trotskiste et autres, et consorts. Et le Huffington Post, effectivement, qui... C'est quoi le problème qu'il soit directeur du Monde, puis de Mediapart? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais il a peut-être été lié avant je peux dire, à des hommes politiques, ou je ne sais pas, c'est peut-être dans mon imaginaire. Mais toujours est-il qu'on ne sait pas si, pour nous, ils sont indépendants ou pas. Mais toujours est-il que c'est vrai que les informations qu'ils relaient semble... Est-ce que, alors, Laurence, vous qui pratiquez les deux, si j'ose dire, hein, est-ce qu'on a en plus de latitude? C'est vrai que des fois, la presse écrite sort des infos sur le net avant de les sortir sur papier. Alors des fois, c'est pour des questions de temps aussi. Hein. On a une info, on va pas la garder parce que quelqu'un d'autre va la sortir. Mais quand vous êtes, vous, le journaliste du net...
Sur le net, la latitude, elle est physique d'abord, parce que c'est vrai que par rapport au format auquel on est habitué en radio ou en télévision, là, on peut dire les choses, on peut les abonder, on peut utiliser absolument tous les supports, qu'ils soient visuels, audio, écrit, l'infographie, le data journalisme. Donc là, on a une latitude extraordinaire, on a une nouvelle liberté. Et nous, en tant que journalistes de télévision, on repart sur des fondamentaux, sur des questions essentielles. Et ça, c'est très, très intéressant. Mais dans le cas de Mediapart et de Rue 89, ce qui est très intéressant aussi, c'est que nos confrères essaient de trouver un modèle qui soit nouveau pour avoir un regard sur l'information qui soit un peu décalé, avec un modèle économique qu'ils n'ont pas encore tout à fait trouvé, parce que c'est très, très important, ce choix de modèle économique pour survivre. Mais là, on a, grâce aux informations qui ont été sorties par Mediapart, par exemple, des exemples d'une nouvelle génération de journalistes. Et ça, c'est très, très on va se quitter, pas pour longtemps, puisqu'on se retrouve sur Internet. En un mot, on parle de freins aussi. Les freins aujourd'hui qui sont les plus pesants par rapport à l'indépendance. Les freins, c'est, je crois, vraiment le risque d'oublier les b.a.-ba du métier. Et ça, parfois, ça n'a rien à voir avec les rapports, avec l'argent ou le pouvoir. C'est oublier de vérifier à 2 fois. C'est très bien Internet, mais parfois, justement, la vitesse. Moi, je vois aussi sur mes étudiants, ils prennent des faits pour des faits acquis, vérifier 2 fois. Les fondamentaux. C'est ça aussi que j'appelle la curiosité. Voilà. Les fondamentaux. Je crois que c'est le début d'une liberté. On va pouvoir reparler justement de ces fondamentaux, de la curiosité, des freins, tout de suite, puisqu'on se retrouve sur Internet. Nous, on se retrouvera un petit peu plus tard, le mois prochain. Et je vais vous donner la date exacte, ce sera le 20 novembre. Bonne nuit. Voilà, bien on se retrouve sur Internet pour poursuivre notre discussion autour de ce thème ô combien important, l'exigence de l'indépendance entre les acquis indéniables, mais aussi les freins. Comment peut-on préserver ou comment peut-on renforcer cette indépendance qui est bien évidemment l'attente de tous les citoyens, la clé pour la démocratie et en même temps une exigence permanente pour les journalistes. On a vu tout à l'heure que voilà, et ce que nous disait Géraldine, c'était aussi peut-être tout simplement un retour aux fondamentaux du journalisme et de garder en quelque sorte une fraîcheur, une curiosité que nous n'avions sans doute pas en 1963. Alors je vous propose de revenir plus en détail sur cet extrait très très court que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez pu le constater, il y avait une dépendance qui était quand même assez forte. Ça va se renforcer avec ce que vous allez entendre, puisque c'était directement au ministère de l'Information, en quelque sorte, que se faisaient les conducteurs. Moi, je l'ai souvent entendu dire, que se faisaient les conducteurs. Il y avait une ligne téléphonique directe entre le directeur de l'Information et le ministre de l'Information, qui, à cette époque-là, était Alain Peyrefitte. Et c'est le ministère de l'Information qui décide de l'évolution des journaux télévisés. Là, en l'occurrence, c'était de faire une nouvelle formule. Et on reprend l'interview et le ministre de l'Information explique pourquoi il a, lui, décidé de faire évoluer le journal télévisé. Monsieur Peyrefitte, quel principe avez-vous retenu pour ce rajeunissement, comme vous dites ? Nous ne réformons pas pour le plaisir de réformer. Nous réformons pour répondre aux souhaits des téléspectateurs. Le journal télévisé n'appartient pas aux journalistes qu'il compose et pas davantage au gouvernement. Il appartient à tous ceux qui le regardent. Une majorité écrasante de téléspectateurs veulent plus d'images et moins de paroles, moins de blabla, comme on dit communément, plus de dialogue et moins de monologues, plus de reportages directs et moins de commentaires sur des dépêches d'agence. Alors nous avons pris des dispositions pour que le journal télévisé devienne un miroir qui se promène sur toutes les routes de France et du monde. Le fait que la RTF soit sous l'autorité du ministre de l'Information, de vous-même, le fait que vous ayez accepté de venir ce soir avec nous pour inaugurer cette nouvelle formule, est-ce que cela ne va pas être considéré comme une sorte de mainmise du gouvernement sur le journal télévisé? Le fait que j'inaugure cette nouvelle formule de journal télévisé ne signifie pas que le gouvernement veut se l'approprier. Quand un ministre de la République pose la première pierre d'un ensemble scolaire ou d'un hôpital dont il a décidé la mise en chantier, il ne politise pas cette école ou cet hôpital. J'espère, je crois,
que les téléspectateurs de bonne foi, c'est-à-dire presque tous, reconnaîtront que cette nouvelle formule, qui supprime les commentaires pour laisser parler seulement les images ou les faits, ou alors des dialogues, marquera un progrès vers l'objectivité et la dépolitisation. Voilà, à l'avenir, nous referons des sondages d'opinion pour contrôler si le style jeune et moderne que nous avons essayé de donner au journal télévisé plaît au public, ou s'il faut apporter des modifications à cette formule. Mon rôle s'est borné à donner la première impulsion. Maintenant, la tâche de tous les jours va incomber à l'équipe de Raymond Marcillac. Eh bien, alors, si vous le voulez bien, monsieur, nous allons faire descendre Raymond Marcillac et le faire apparaître sur cette espèce de tableau magique qui va, bonsoir Raymond, qui va dorénavant être une des pièces maîtresses du nouveau journal télévisé. Eh bien, Raymond Marcillac, à vous de jouer. C'est comme à la chasse, je ne vous dis pas bonne chance. Là, je ne sais pas ce que la référence à la chasse vient faire. Mais... voilà, la chasse au scoop peut-être. Bon, voilà, mais c'est quand même riche d'enseignements. C'est un morceau d'anthologie, ça a existé et je pense qu'il y a quand même, heureusement, beaucoup de chemins parcourus. Votre réaction aux uns et aux autres en écoutant cela ? On peut se poser la question encore aujourd'hui, de toute façon, de cette indépendance par rapport à ce qu'il expliquait, puisque quand on sait que Nicolas Sarkozy avait nommé les membres du CSA, qui, membres du CSA, nomment les présidents des chaînes publiques, qu'en est-il ? Non, c'est surtout que c'est le président de la République qui nomme aujourd'hui directement les présidents. C'est là où il y a en effet une régression totale, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, ça va être sans doute modifié, mais c'est la décision... Et la décision de révocation aussi, qui est quelque chose d'important. Également. Alors après, vous allez réagir les uns les autres, mais c'est de savoir aussi, puisque ça a vraiment empêché, par exemple, France Inter ou Thomas Legrand d'être assez libre en parole. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est la question que je pose. Je ne suis pas sûr que ça ait bloqué énormément la liberté de parole. On l'a pu le voir pendant la dernière campagne présidentielle. On pourrait vraiment penser à un sketch sur cette vidéo parce que c'est tellement caricatural. Mais finalement, est-ce que, comme le disait Maryse, aujourd'hui, quand le président de la République souhaite recevoir des journalistes pour se faire interviewer à l'Élysée, je crois bien que c'est lui qui demande à avoir telle personne de telle chaîne pour l'interviewer et qu'il n'y a pas une liberté complète de la chaîne de télévision d'envoyer qui elle veut. Est-ce que, on a pu voir qu'il y a eu des pressions, des chantages de la part d'un ancien Premier ministre socialiste dans les fins des années 90 qui a fortement fait la pression sur France 2 pour évincer Claude Sérillon, sous prétexte que sinon Lionel Jospin ne serait pas présent sur les plateaux durant la campagne. Or, ce n'était pas possible. Est-ce que ces choses-là sont encore d'un siècle passé ou est-ce que finalement, au XXIe siècle, on continue à avoir des pressions politiques comme ça? Qui veut répondre, Géraldine? Moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans la rédaction. Comment se passe cet exercice et qui est sélectionné, si je puis dire, pour aller à l'Élysée? Au passage, la dernière fois que le président s'est exprimé, le dernier président, c'était en allant sur le plateau. Sur les plateaux. Et ça, c'était assez nouveau. Mais sur ce point, sauf moi, qu'il a j'ai changé, une position. depuis. Sauf que même François Hollande a changé. Il va changer. Il a fait, avant son départ pour l'Afrique, une il interview qu'il a donnée à RFI Voilà. et qu'il a donnée aussi à l'Élysée. Mais alors, ce que je pense, moi, là-dessus, Voilà. c'est que la meilleure formule, c'est celle qui est la moins souvent appliquée. Et ce serait vraiment la conférence de presse. Je pense vraiment que la seule manière de se sortir de ce problème à l'Élysée ou sur un plateau, etc., c'est qu'il y ait de manière assez régulière des conférences de presse. Au passage, ça se fait dans la plupart des grands pays européens. Ça se fait aux États-Unis. Je pense même qu'il y a... c'est un exercice où le président pourrait montrer aussi ce respect. Il y a un respect mutuel qui se joue entre cette fonction et la presse qui est là, qui d'ailleurs devrait faire montre de solidarité entre elles. Il pourrait y avoir une sorte de courtoisie, alors vous allez me dire c'est mon petit côté anglo-saxon, de respect mutuel. Je pense que ça ne ferait pas de mal à ce pays. Mais il y a toujours eu des relations avec la télévision, entre le pouvoir et la télévision, qui ont jamais été simples. Les télévisions régionales sont nées parce que... On disait télépréfet, à une époque, on disait France 3 télépréfet. Oui, mais les télévisions régionales sont nées, si je ne me trompe pas, parce que De Gaulle en avait assez de la presse écrite régionale et de ce qu'elle disait. Donc
on a inventé un autre média régional. Il y a quand même une chose que M. Perfit dit et qui est assez sympathique, c'est moins de blabla et plus de reportages. Et ça, je crois que grâce aux reportages, aux émissions telles qu'Envoyé spécial, les émissions de reportage, on a fait quand même pas mal de progrès là-dessus. Et puis il y a ce que disait Georges Pompidou, qui disait lors d'une conférence de presse, il faut que les journalistes de la télévision s'y fassent. Ils ne sont pas des journalistes comme les autres. Et je pense que depuis, ils ont quand même fait quelques progrès là-dessus aussi, quoi. Alors pour répondre comme à votre question, est-ce que les présidents de la République, lorsqu'ils invitent ou lorsque les chaînes de télévision invitent le président de la République à s'exprimer, est-ce qu'il y a une liste de journalistes? Oui. Il y a une liste de journalistes clairement encore définie. Ce sont aussi toujours les mêmes journalistes qui interviewent toujours les présidents de droite ou de gauche. Et voilà, donc il y a un casting qui est fait en bon accord, évidemment, entre la chaîne et l'Élysée, lorsque c'est le président de la République. Mais là, pareil, je reviens à ce que disait Géraldine. Après, chacun fait son boulot, quoi, et doit le faire d'une manière la plus sérieuse possible. On peut avoir été choisi par l'Élysée, non pas choisi, en tout cas. On ne met pas de veto sur le fait que vous interviewez le président de la République et faire son métier d'une manière complètement libre. Quelque chose, moi, qui m'a frappé, par exemple, pour cette présidentielle-là, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes passés à un gouvernement de gauche, avec donc un président à l'Élysée qui est aussi aujourd'hui de gauche. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les rédactions de France et de Navarre, c'est que la plupart des journalistes qui ont suivi François Hollande pendant la campagne électorale sont ceux qui suivent aujourd'hui François Hollande à l'Élysée. Et tout le monde trouve ça normal. Moi, je sais que je me suis battu ici à France Télévisions. Moi qui venais du privé, qui avait suivi la gauche comme la droite, j'avais suivi Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale. Je me suis battu pour continuer à suivre l'actualité à l'Élysée, parce que j'estimais que je pouvais faire mon travail aussi bien avec François Hollande qu'avec Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Donc voilà, mais c'est pas évident. C'est un travail aussi de conscience qu'on doit faire, mais nous-mêmes, journalistes et patrons de presse. J'avais une question à vous poser. Vous n'avez pas l'impression que dans la formulation des questions, elle a quand même beaucoup évolué par rapport à ce qui existait. Elle a envoyé Léon Zitrone avec Perfit. On est très très loin en avant, mais il y a quand même eu un changement, ne serait-ce que dans la façon de s'exprimer, non? On le souhaite de toute façon, parce qu'à l'époque, il était commun de dire que les questions étaient préparées par le président de la République, etc. Maintenant, vous avez quand même peut-être une liberté de ton. Je ne sais pas, je vous pose la question. La liberté de ton, oui, ils l'ont, mais je pense en fait, dès qu'un journaliste fait son travail comme il faut, en principe, on ne peut pas le taxer d'être aujourd'hui affilié à tel pouvoir ou à tel homme politique. C'est le travail bien fait et l'éthique qui vont faire la différence. Voilà. Et que le journaliste, à un moment, se positionne, dise les choses. Vous, ça ne vous gêne pas particulièrement? Si, moi, ça me gêne que le journaliste se positionne. Ça me gêne énormément, effectivement. Parce que, pour moi, comme j'ai dit, il est toujours là pour relater les faits, effectivement, et pas les interpréter. C'est vrai qu'après, je me dis, on appelle des experts, effectivement, pour pouvoir débattre et donner, effectivement, leur avis ou leur opinion sur une question. Ouais, par exemple, là, il y a une question qui se pose sur l'histoire des journalistes de droite ou de gauche, là, qui est posée par Guillaume Pelletier et Geoffroy par la droite, la droite forte. Oui. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est logique? Parce qu'est-ce qu'un journaliste est de droite ou un journaliste est de gauche? C'est une vraie question. Il y a aussi la question des éditorialistes, c'est-à-dire ce qu'on voit un peu partout, hein, toujours un peu les mêmes, l'écharpe rouge, etc. Est-ce qu'au bout d'un moment, ces personnes-là ne sont pas complètement coupées des préoccupations des Français dans leur façon d'intervenir? Vous parlez des hommes politiques? Non, je parle plutôt que Christophe Barbier, j'en citais d'autres, Joseph Massescaron, etc. On les voit de plateau en plateau et finalement, on se rend compte que la prise de parole journalistique de ces journalistes éditorialistes est souvent un peu confisquée. Oui, tout à fait. Et... Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas faire le même exercice journalistique trop longtemps, que c'est intéressant d'être parfois dans des panels où on donne son avis. Alors, moi, ça m'est arrivé d'y aller, comme politologue, sur RTL, on refait le monde, où je fréquentais des gens que vous disiez. Par exemple, là, j'ai plus envie en ce moment. Je trouve que voilà, j'ai goûté à l'interview. Donner mon avis comme ça m'intéresse moins. En ce moment, ça pourrait revenir. Ce que je crois, en tout cas, en interview, c'est que quand on a quelqu'un de gauche... On a chacun sa sensibilité, mais le problème n'est pas là. On est journaliste. Donc, on doit poser des questions de droite aux gens de gauche et des questions de gauche aux gens de droite. Et je dirais même plus, on doit poser aux gens de droite des questions sur leur droite et sur leur gauche. Et aux gens de gauche des questions sur leur gauche et sur leur droite. Parce que c'est ça la politique. On prend une position par rapport à des gens qui sont sur votre droite et sur votre gauche. Donc, bon,
personnellement, dans l'interview, j'essayais, quel que soit mon avis, mes angles de prédilection dans ma manière de penser à moi dans ma salle de bain, c'est absolument pas le problème. Une fois que je suis face aux politiques, j'essaye d'entrer sans une insolence trop facile, mais avec fermeté, par toutes les fenêtres. Mais c'est vrai que vous avez raison, si je peux me permettre, cette connivence, elle existe. Regardez François-Olivier Gisbert, je ne sais pas si vous avez lu son dernier livre, c'est extrêmement intéressant. Il a été un moment dans la cour et auprès de Nicolas Sarkozy. Et sur la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, leurs relations se sont détériorées. Et il raconte ce que vous décrivez, en effet, cette connivence avec ces bons vins qu'on peut boire ensemble, qu'on peut déboucher ensemble. Et du coup, on parle de la famille, et de la petite qui va bien ou qui va pas bien, etc. Donc c'est vrai qu'il faut là aussi, évidemment, se dire qu'il y a un moment donné, on est journaliste, il y a un moment donné aussi, on a des êtres humains, on a des bonnes relations aussi avec les politiques. Je pense, comme Géraldine, qu'il faut de temps en temps aller s'aérer l'esprit. Je pense, comme vous également, qu'on retrouve toujours les mêmes journalistes qui font toujours les mêmes éditos et que voilà, c'est à nous de nous battre aussi pour les remplacer et qu'il faut donner un petit peu d'air et d'oxygène. Mais moi, vraiment, je reviens toujours à la notion même de notre métier, quoi. C'est valider, c'est vérifier et c'est être indépendant. Évidemment que moi, j'ai une couleur politique quand je vais glisser mon bulletin dans l'urne, mais je mets à défi quiconque qui pourrait, avec mes éditos ou mes interviews, deviner ma couleur politique. Voilà. La crédibilité renforce l'indépendance. Alors, dès qu'on parle d'indépendance et d'indépendance politique, obligatoirement, on focalise tout sur la télévision. C'est-à-dire que c'est le miroir. Voilà, c'est sans doute, on doit ça peut-être à une histoire ancienne. L'indépendance, on va l'aborder aussi concernant la presse écrite. Et là, on est dans des conditions de survie. C'est un petit peu plus compliqué quand même aujourd'hui. Vous avez constaté, il y a 2 journaux qui ont disparu récemment. Il y a François, il y a La Tribune. Vous avez entendu qu'aux États-Unis, Newsweek renonce à la version papier pour n'avoir plus qu'une version Internet et que les quotidiens sont face à une baisse du marché publicitaire et qu'il y a ces liens, bien sûr, avec des industriels qui sont patrons, mais qui sont liés aussi avec des commandes d'État, donc des risques de conflits d'intérêts. Aujourd'hui, beaucoup de journaux sont en difficulté. On a parlé cette semaine de Libération, vous l'avez évoqué dans la première partie de l'émission. C'est une crise qui perdure puisque le reportage que vous allez voir là date de 2004. Et ça avait été diffusé dans le Soir 3 et on a l'impression qu'on est dans la situation exactement la même aujourd'hui. De nombreux quotidiens comme Le Monde ou Libération, en proie à des difficultés financières, sont à la recherche d'investisseurs providentiels. Il y a quelques mois, c'est l'industriel Dassault qui avait pris le contrôle du Figaro. Des concentrations qui risquent de menacer le pluralisme de la presse. Un dossier préparé par Richard Tripot et Guillaume Barbier. C'était en juin dernier. Serge Dassault venait d'acquérir plus de 80% des parts de la Soc Presse, une société qui édite l'Express, l'Expansion, plusieurs quotidiens régionaux, mais surtout Le Figaro, navire amiral du groupe. L'héritier de l'empire Dassault, spécialiste de l'aviation commerciale et militaire, entrait ainsi en force dans le monde des médias avec la ferme intention d'y exercer le pouvoir. Je veux que les gens qui parlent, ou les journalistes, et peut-être un peu plus d'informations sur la réalité des choses. Donc vous achetez les journalistes en quelque sorte? Non, pourquoi? On peut en parler, c'est les convaincre. Serge Dassault rejoignait ainsi le petit cercle des grands propriétaires de presse où se trouvait déjà Arnaud Lagardère, le premier éditeur de presse magazine au monde, avec Hachette Philippe Aki Média. Mais ce matin, un nouveau nom s'est ajouté à la liste, celui d'Édouard de Rothschild, le président de France Gallo, la société qui organise les courses de galop en France. Dans les colonnes du Figaro et de la Tribune, il se déclare prêt à investir dans le quotidien Libération. Il succède ainsi à Vincent Bolloré, qui le 16 novembre dernier, dans un journal économique italien, révélait déjà son intérêt pour ce même journal. L'homme d'affaires breton, qui gère un empire allant des transports maritimes à la publicité, en passant par les matières plastiques, envisage de prendre 30% du journal. Pour les personnels de Libération, ce qu'il faut avant tout préserver, c'est la part qu'ils possèdent déjà dans le capital.
Nous avons actuellement un tiers. Un des problèmes, c'est qu'effectivement, cette participation reste à un niveau important parce que c'est le signe que le journal est d'abord le journal de ses journalistes avant d'être celui de ses actionnaires qui sont néanmoins nécessaires puisqu'on a besoin de développer le journal. Car depuis 2 ans, Libération cherche de l'argent. Mais il n'est pas le seul. Le Monde, France Soir, Le Figaro, L'Humanité, presque tous les quotidiens nationaux ont des difficultés financières. Concurrence de la télévision, des journaux gratuits et d'Internet, multiplication de la presse magazine, autant de raisons qui expliquent la crise, mais ce n'est pas tout. Imprimer un journal en France, ça coûte 3 fois plus cher qu'en Allemagne ou en Angleterre. Distribuer un journal, ça coûte 2 fois plus cher qu'en Allemagne ou en Angleterre. Et donc évidemment, ça fait augmenter les coûts de fabrication et de diffusion, il faut augmenter le prix de vente. Conséquence, le nombre des lecteurs diminue et la publicité s'en va dans d'autres médias. Pour sortir de la crise, la presse est condamnée à se tourner vers des hommes d'affaires plus habitués à d'autres secteurs économiques. Ce n'est pas eux qui vont nous apporter des solutions, je dirais, nouvelles en matière de contenu. Ce n'est pas eux non plus qui toujours trouveront la technologie la plus adaptée, parce que généralement leurs domaines de performance technologique sont ailleurs, dans les avions, dans l'armement ou des choses comme ça. Et quand on a des difficultés dans ces secteurs-là, et Monsieur Dassault n'est pas tout jeune, peut-être qu'un jour des problèmes de succession vont se poser dans son groupe, en général, ce sont les médias à ce moment-là qui sont les cédés en premier. Ce sont donc des ventes au gré du marché, des concentrations, voire des disparitions de journaux qui sont à craindre, plus qu'une menace directe sur la liberté des journalistes. Les rédactions ont pris conscience d'elles-mêmes, il y a des exigences déontologiques, il y a des syndicats, des sociétés de rédacteurs, on l'a bien vu avec Dassault. Dassault a voulu, on a bien vu, a dit voilà ce que je veux, Le Figaro, et puis ça n'a pas marché parce que la rédaction était vent debout. Et donc ce qui est inquiétant, c'est l'idée d'une concentration qui ferait que le pluralisme est de plus en plus réduit. 5 ou 6 quotidiens nationaux français pour représenter et exprimer l'opinion de 60 millions de citoyens, c'est manifestement insuffisant. Ils sont plus de 20 en Grande-Bretagne, 15 en Italie. Au-delà de la santé financière des entreprises de presse, c'est du fonctionnement de la démocratie dont il est question. Voilà, et c'était en 2004, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée depuis, si ce n'est qu'elle a empiré. Je voudrais savoir, Joe, vous achetez un quotidien, un hebdo, vous achetez de la presse écrite? Tout à fait. Oui. Je dois le citer? Non, si vous voulez, bien sûr. Non, bien sûr. Okay. Non, vous y êtes, voilà. oui, vous y êtes attaché, c'est important pour vous. Tout à fait. Marie? Moi, pas quotidiennement, mais oui... J'arrive à en acheter. Voilà. Sinon, vous allez sur les sinon, sites. je vais sur Internet. Voilà, sur les sites des journaux pour avoir l'information. Très peu. Les gratuits éventuellement, quand je prends le métro, mais sinon, tout ce qui est news magazine hebdomadaire, ça ne m'attire pas. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté clientéliste, un nivellement par le bas dans ces hebdos. On en parlait en préparant l'émission. On retrouve toujours les mêmes marronniers, les mêmes classements des hôpitaux, des universités. On en a parlé beaucoup la semaine dernière avec les unes des différents hebdos qui étaient plus scandaleuses les unes que les autres. On a l'impression qu'il y a ce besoin d'aller faire du clientélisme pour aller chercher, pour vendre du papier et pour derrière subvenir aux besoins du journal. Sinon, le journal il disparaît. Donc c'est assez paradoxal parce que d'un côté, on a envie d'avoir des médias qui soient de qualité, mais en même temps, on se rend compte que si c'est trop élitiste, ça ne va pas se vendre et donc du coup, on met en péril le média. Donc ça, c'est une vraie question compliquée, à mon avis, à résoudre. Peut-être que si vous le lisiez de temps en temps, vous verrez que, bien sûr, il y a l'attractivité de la une, peut-être. Et qu'il y a peut-être des choses plus intéressantes. Vous arrêtez peut-être trop. Je m'arrête peut-être trop à la une. Et peut-être que vous êtes, vous aussi, de cette génération de la gratuité de la presse, qui fait que, voilà, vous lisez les gratuits, on va sur Internet, on a l'information comme ça à portée de main. Et l'information, ça a peut-être aussi un prix. Et c'est peut-être ça aussi qui la met en péril. Je veux pas vous... Mais la question, est-ce qu'il y a un modèle économique pour la presse écrite demain? C'est une vraie question et on voit que c'est inquiétant. Depuis 2004, il n'y a rien qui s'arrange. Non, on n'a pas la réponse, mais je pense que ça passera par un contenu différent. Vous analysez bien ce qui peut se passer aujourd'hui en prenant l'exemple des hebdomadaires. La presse reste un produit qui doit se vendre.
tout ce que l'on peut faire aujourd'hui en tant que journaliste et membre de rédaction, c'est d'essayer d'inventer le contenu, la valeur ajoutée qu'on va pouvoir vous offrir pour que vous continuiez soit à regarder votre télévision et votre chaîne préférée, soit à aller vers la presse écrite ou la presse hebdomadaire, soit aller vers le net, y compris s'il sera payant demain, parce que peut-être que demain il sera forcément payant. Mais je pense que c'est dans le contenu, dans la réflexion, la valeur ajoutée, la vérification de l'information, la valeur de ce que l'on va vous proposer, que vous pourrez encore venir vers nous, en tant que professionnel de l'information. Et en même temps, le mode de consommation aussi, pour la presse écrite, est en train aussi de changer. C'est-à-dire qu'on assiste vraiment à une révolution du numérique. On ne vous a pas posé la question, mais est-ce que vous avez une tablette? Est-ce que vous lisez Le Monde via la tablette? Donc c'est vrai que ça implique aujourd'hui, on assiste à ça tous les jours, à une remise en question en effet du papier. Du mode de consommation qui est en train d'évoluer, qui va passer par le numérique. Et c'est vrai que ça implique en effet une vraie révolution, parfois même du métier, de l'outil, ça c'est clair, mais aussi du métier. Parce que je me souviens avant, dans les rédactions, il y avait toujours des secrétaires de rédaction qui relisaient vos textes. C'est un métier qui a peu à peu disparu. Avec le net, avec les réseaux sociaux, c'est ce genre de métier qu'il va falloir remettre un petit peu au goût du jour. Et qui, absolument, exactement, qui reviennent. Donc vous voyez, cette évolution du métier fait en sorte aussi, nous oblige à revoir aussi bien la professionnalisation du métier de journaliste. Et donc ça c'est important. Je crois que sur Libération, s'ils veulent s'en sortir, ils seront obligés d'aller sur les tablettes et sur le net. On le voit aux États-Unis, on le voit en Angleterre, on le voit partout. Donc c'est le mode de consommation qui change. Après, la rigueur, le métier de journaliste va rester exactement le même, sauf que avec les médias, les réseaux sociaux, ça va beaucoup plus vite et que du coup, il faut mettre beaucoup plus comment j'allais dire, d'échappatoires, en tout cas de barrières, en tout cas, et de filtres, pardon, de filtres. Oui, pardon, je voulais demander à Géraldine justement son analyse de la situation de la presse écrite aujourd'hui, qui est en difficulté et qui, justement, c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la démocratie. Je suis embêtée pour vous répondre, Marie-Laure, parce que la vérité, c'est que je suis très attachée à la presse écrite, je la lis, j'achète au moins 4 quotidiens par jour. Mais je pense que l'avenir est très noir. Je vous dis franchement, je n'ai pas la solution. Et pour reprendre la question du prix, à la fois j'entends ce que vous avez dit, Marie-Laure, ça ne peut pas être gratuit. Enfin, c'est aussi normal qu'on paye pour de l'information. C'est aussi pour ça aussi qu'on paye pour des redevances télé du public, etc. Et qu'il y a des médias payants. Mais d'un autre côté, si j'achète 4 quotidiens, ça me coûte plus que 5 € par jour. Moi, je fais pas partie de la rédaction, ne peut pas se le permettre. Je les achète, ça fait partie de ma vie. Je peux le faire. Mais il est évident que tout le monde ne peut pas faire cela. Enfin, vous vous rendez compte de payer 5-6 € par jour pour lire le journal, pour lire plusieurs journaux, parce que c'est bien de lire plusieurs journaux, et c'est aussi bien, enfin, quel qu'il soit, c'est très intéressant. C'est compliqué. Je pense que ça n'est pas possible. Je pense aussi qu'il faut lutter, mais alors il faut lutter sur tous les fronts, pour que la presse coûte moins cher. Dans certains pays d'Europe, elle coûte moins cher. Patrick Evenot dit très bien dans votre reportage qu'on a des problèmes d'impression et de diffusion. Il y a des choses à faire dans ce domaine, c'est très technique, il y a aussi une partie législative là-dessus. Ça fait partie des gros dossiers. Mais je ne peux pas vous dire que je sois très optimiste, honnêtement. Alors on va boucler la boucle en quelque sorte, parce qu'on va revenir aux assises du journalisme. Vous y étiez, Géraldine, vous avez participé à ces 3 jours de débat entre citoyens, journalistes, responsables, éditeurs ou hommes politiques. Mais en effet, pour avoir cette sensibilisée à l'information, ce goût de l'information que vous partagez tous les 3, il faut commencer jeune. L'éducation aux médias est quelque chose d'important. Alors il y a la semaine de la presse à l'école qui sensibilise beaucoup aux médias, et ça a été notamment une des actions menées par les assises du journalisme, où des jeunes se sont retrouvés dans des conditions du réel, tout simplement pour faire un journal radio, et c'était avec la collaboration de Radio France, et je peux vous assurer qu'apparemment ils ont apprécié. Regardez ce reportage qui a été diffusé dans le 19-20 de France 3 Poitiers. Une étude récente de l'Institut de veille sanitaire. Il ne passe pas à l'antenne, mais c'est un journal pour de vrai, avec des textes rédigés par des journalistes de France Info, ainsi que des reportages déjà diffusés il y a quelques jours. Vous pouvez retrouver ce reportage sur notre site franceinfo.fr. Toutes les conditions du direct sont recréées ici, dans un vrai studio professionnel monté par Radio France. Ces collégiens de Saint-Mexan se sont coulés dans la peau de tous les intervenants d'un journal, présentateurs, journalistes, Miss Météo et ingénieurs du son.
Avec les professeurs, les instituteurs, on prépare à l'avance, on leur envoie une petite documentation pour qu'ils sachent exactement comment va se dérouler l'atelier et le journal de France Info. Et puis aussi, je leur recommande d'écouter France Info, évidemment, d'écouter les journaux. Et un journal, ça va vite. Un instant d'inattention et c'est un trou à l'antenne, un blanc, comme disent les professionnels. Rien n'est improvisé, tout est écrit à la virgule près. Et si jamais on ripe un mot, c'est pas grave, on tue personne. Je trouve qu'il y a beaucoup d'organisation. Il faut quand même réviser un peu le texte, il faut savoir. Pour moi, c'était pas compliqué vu que voilà, mais c'est bien organisé. Il faut être organisé. J'étais à la régie et ça m'a vachement plu de mixer tous les sons parce que j'avais jamais fait. Donc c'est super intéressant parce que on apprend un vrai monde, quoi. C'est complètement un autre monde. J'ai bien aimé interviewer la personne. Je trouvais ça enrichissant. J'aurais bien aimé aussi tester d'autres choses, mais on ne peut pas tout faire. Le but de ces ateliers radio est visiblement atteint, faire découvrir et séduire. Je vais me tourner vers l'enseignante. Non, je trouve que c'est très bien parce qu'effectivement, moi, dans les élèves que j'ai pu avoir ces dernières années, j'avais l'impression qu'elles ne lisaient pas la presse, qu'elles ne s'intéressaient pas aux médias tels que moi je les conçois avec mon éducation et ma formation. Donc j'étais un petit peu frustrée. Voilà, c'est tout un rôle d'éducation, de sensibilisation qui est importante. Oui, moi je trouve que c'est vraiment important. Je dis la connaissance est un moyen de liberté et l'ignorance par contre est une prison. Et donc éduquer ces jeunes au journalisme, c'est important pour moi. Ce goût de l'information, vous l'avez eu très jeune Très jeune, oui. Oui. Ça se sent. Hein. Il y a eu plusieurs voies, plusieurs possibilités. Vous avez failli être journaliste, non? Peut-être. Peut-être que ça viendra. C'est pas encore trop tard. Hein. Dans une autre vie. Mais est-ce que justement, ce qui est important pour nous, journalistes, c'est de sortir de notre coquille, d'aller rencontrer, d'expliquer comment les choses se font, comment les choses se fabriquent, quels sont les choix qu'on a, quitte à être confronté à des critiques. Mais est-ce que c'est pas ça qui est quelque chose d'important, à la fois pour une forme de crédibilité, pour faire partager ce goût de l'information? On va bien avoir le retour de la morale à l'école. Moi, je suis pour le retour de l'instruction civique à l'école. Et ça fait partie justement de l'instruction civique, le décryptage, essayer d'imaginer et d'expliquer aux gens que lorsqu'on vient dans leur salle à manger, dans leur cuisine, via le poste de télévision, eh bien, voilà, on est presque les étrangers. Il faut prendre le recul nécessaire, c'est-à-dire éduquer le plus tôt possible les gens à toutes les informations, les tonnes d'informations qu'ils doivent comme ça digérer. Et je pense que c'est en effet très tôt qu'il faut le travailler. Mais grâce aux commentaires Internet, à l'interactivité qu'on essaie de mettre en place, on sent déjà qu'on est beaucoup plus en tant que journaliste au même niveau que nos interlocuteurs, que vous, et que vous avez la possibilité de nous remettre en question, y compris de nous dire, là vous êtes trompé tel jour, l'incendie n'a pas eu lieu dans le Gard, mais dans l'Hérault, et il faut continuer à le faire, parce que ça aussi, ça nous fait avancer, et c'est notre façon de vous donner aussi ce média qui vous appartient, en quelque sorte. Ça, c'est important. Et on dit souvent ce qui va mal, mais il faut dire aussi ce qui est bien, et là-dessus, plutôt que d'être dans la course au premier qui va diffuser la dépêche AFP sur Internet, l'application France TV Info fait les choses différemment. C'est-à-dire qu'il y a justement cette proximité avec le public, on n'est pas dans la déconnexion comme on pouvait en parler tout à l'heure, et donc ça permet d'échanger, de poser des questions, d'avoir les réponses, et c'est une autre façon de faire du journalisme, et je pense qu'il se rapproche beaucoup de ce que vous faites au niveau des rédactions régionales aussi. Donc c'est bien. Oui, juste un petit mot, parce que votre question portait surtout sur les journalistes. Hein, comment travailler à notre curiosité. Puisque vous évoquiez l'AFP, et on en parle si peu de l'AFP, des agenciers, on ne voit jamais leur nom. Ils sont les pionniers du journalisme moderne. On se sert d'eux, parfois même paresseusement. Il y a certaines rédactions qui attendent la dépêche avant. Donc, je voudrais juste dire, je l'ai appris d'ailleurs il y a peu de temps, à quel point les agenciers doivent changer de service extrêmement régulièrement. Moi, je connais quelqu'un qui s'est occupé de l'environnement, puis de cinéma, puis des matières premières. Je trouve qu'on parle peu d'eux, et là, c'est l'occasion de dire aussi que dans leur carrière, à l'AFP, ils bougent énormément, beaucoup plus que plein de journalistes dans des grandes rédactions. Par exemple, les journalistes politiques, eh bien, ce serait pas mal, ne serait-ce que d'imaginer que ce n'est pas pour toute la vie.
Eh bien, il y a, par exemple, je sais qu'au Québec, quand c'est les campagnes électorales, un journaliste va suivre pendant un certain temps un candidat et à un moment, il y a... Voilà, la roue tourne et il va en suivre un autre de manière à ce que, même si on se connaît, pour essayer d'éviter que les connivences soient trop fortes et peut-être pour renouveler aussi ce regard. Merci beaucoup, on pourrait en parler encore longtemps de cette indépendance, mais voilà, on vous la doit aussi à travers votre exigence.